vous aurez à coup sûr soit un QCM, soit un exercice, j'ai envie de dire, vrai-faux, et il sera soit justifié, soit sans justification. Par exemple ici, vous pouvez remarquer que les questions sont pas reliées entre elles. Il y a des questions sur les pourcentages, il y a des questions sur la décomposition en facteurs premiers, des questions de probabilité, des questions de géométrie, et aussi une question sur des calculs de volume. C'est assez simple. Et il y a aussi des questions sur la conversion, qui est vraiment un très grand classique. Ici, ils ont eu la gentillesse d'ailleurs de rappeler qu'un mètre cube est égal à 1000 litres. C'est une propriété à connaître. Quant à l'exercice vrai et faux, j'ai envie de dire, il y aura des statistiques, une conversion de mètres par seconde en kilomètres heure, un autre exercice de proba et une question sur les homothéties. Toutes ces questions sont vraiment de très grands classiques. Et vous pouvez être sûr que vous en aurez quelques-unes qui vont tomber au brevet. L'exercice numéro 3, c'est un QCM, donc questionnaire à choix multiples. Questions, 3 réponses sont proposées, A, B ou C. Une seule réponse est exacte. Et donc on vous demande de recopier le numéro de la question et de la réponse choisie sur votre copie sans aucune justification. Bon, je vais quand même en donner un tout petit peu, mais... Question 1. Dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Donc pour calculer 60% de 25, tout simplement, je fais 25 fois 60 divisé par 100. On peut remarquer que je peux simplifier le 25 et le 100, il me reste un 4. Autrement dit, 60 divisé par 4. Ce qui me fait 15. La bonne réponse est la réponse B. La deuxième question est un classique. Quelle est la décomposition en produit de facteurs premiers de 126? Vous pouvez remarquer que dans la première décomposition, il y a un 9. Voilà. Vous pouvez remarquer que dans la première décomposition, il y a un 9. Or 9, c'est égal à 3 fois 3. Ce n'est pas un nombre premier. Donc ça ne peut pas être la première. La deuxième, c'est n'importe quoi. Soyons clairs, une décomposition en produit de facteurs premiers, il y a des puissances, il y a des multiplications, mais il n'y a pas des plus en plein milieu comme ça qui se baladent. Il ne reste plus que la troisième. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Il suffit juste d'utiliser ce qu'on vous a appris en probabilité, c'est-à-dire que pour calculer une probabilité, on fait le nombre de cas favorables. Alors je vais appeler nombre de cas favorables. Je vais juste mettre un F ou fav divisé par nombre de cas au total. Habituellement, on dit nombre de cas total. Ici, on me demande quelle est la probabilité de tirer au hasard un jeton rouge ou un jeton jaune. Il suffit que je compte le nombre de jetons rouges et le nombre de jetons jaunes. Donc il y a 23
jetons jaunes et il y a 17 jetons rouges. Donc ça nous donne 17 plus 23 cas favorables, soit 40. Le nombre de cas total, c'est le nombre de jetons. 17 plus 23 plus 20, ça fait 60. Il ne reste plus qu'à simplifier la fraction, on obtient 2 tiers. Dans la quatrième question, on a un octogone régulier ci-dessus. Quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Je vais vous faire une petite image. Dans l'idée, la rotation va faire ceci. En quelque sorte, c'est ceci que fait la rotation. Si elle transforme A en D, on pourrait se dire, ok, elle va transformer B en E. Et ainsi de suite. Donc C va être transformé en F, et D va être transformé en G. Et c'est fini. Par conséquent, ça sera le segment GF. Il y avait une autre façon de raisonner qui était sympa. C'était de se dire GE, en fait, ne sont pas côte à côte. Or, C et D le sont. On sait qu'une rotation préserve les distances. Par conséquent, ce n'est pas possible que ça soit GE. Avec A et H, ça aurait été plus difficile, puisque là, la distance est préservée. Mais clairement, il y a quelque chose qui pose problème. C'est que si la rotation préserve ce segment AH, elle ne se fait pas clairement dans le bon sens. Si elle transforme A en D, ce n'est pas possible. Juste pour la remarque technique, un octogone, ça découpe en 8 un tour complet, donc juste cette partie-là fait 45 degrés, et on aurait pu trouver l'angle de rotation qui était 3 fois cet angle-là, soit 135 degrés. Il ne reste plus que la dernière question. Quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m dont la base rectangulaire est de 2 mètres de longueur et 1,3 de largeur? Tout simplement, vu que c'est un pavé droit, il suffit juste de faire 1,5 fois 2 fois 1,3. 1,5 fois 2, ça fait 3. 3 fois 1,3, ça fait 3,9 mètres cubes. D'accord? Donc, on se retrouve avec 3,9 mètres cubes, et on vous dit 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Il suffit de décaler la virgule de 3 crans, et on obtient donc le résultat de 3900 litres. Et voilà le QCM tel qu'il est terminé. C'est fini.
nous allons corriger le brevet d'Amérique du Nord de 2024, qui a eu lieu le 29 mai 2024 pour être précis. Et donc voici la première question, et on va le faire question par question. L'exercice 1, il y avait 5 affirmations, et pour chacune d'entre elles, il fallait dire si c'était vrai ou faux, et bien sûr, chaque réponse devait être justifiée. Donc, la première affirmation, voici les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins. 12, 15, 10, 7 et 13. L'affirmation A nous dit que la moyenne des prix est de 11 euros et 40 cents, ou centimes. La solution est assez simple parce que pour calculer la moyenne des prix, on utilise la formule la moyenne arithmétique, qui est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ici, nous avons 5 prix différents, donc il va falloir diviser par 5 et on additionne tous les prix. C'est-à-dire que ici, vous pouvez voir, je fais 12 plus 15 plus 10 plus 7 plus 13 et je divise par 5, c'est-à-dire le nombre de prix. Dans un premier temps, nous pouvons calculer le numérateur, ça nous donne 57. Et ensuite, on fait 57 divisé par 5, ce qui nous donne bien 11,4. Donc l'affirmation est vraie. Et la réponse est vraie. Maintenant, je voudrais faire une petite remarque sur la moyenne. Habituellement, dans ce genre d'exercice, on peut tout à fait faire la moyenne sans devoir ranger les valeurs dans un tableau. Toutefois, il est assez sympathique de voir la différence qu'il y a avec une moyenne pondérée. Par exemple, imaginons que ici, on ait les mêmes prix, mais on a un certain poids, en réalité un effectif. Et par exemple, ici, quand je dis que le prix 12 a un poids de 2, en réalité, ça voudrait dire que quand on a fait notre observation, on a eu 2 fois le prix 12 euros constaté. Donc, il y avait 2, par exemple, vêtements à 12 euros. Ici, ça serait plutôt d'ailleurs, par rapport à l'exercice, dans 2 magasins différents, j'ai vu que le prix était de 12 euros. Pareil, en dessous, dans 3 magasins différents, j'ai vu que le prix de l'objet considéré était de 15 euros, et ainsi de suite. J'ai observé une fois le prix de 10 euros, 2 fois le prix de 7 et 2 fois le prix de 13. Comment faire la moyenne dans ce cas-là? Il va falloir faire 12 fois 2 plus 15 fois 3 plus 10 fois 1 plus 7 fois 2 plus 13 fois 2. Et ensuite, il va falloir additionner tous les poids et en fait toutes les observations, le nombre d'observations, pour pouvoir obtenir le nombre de prix considérés. Ainsi, en termes calculatoires, on se retrouve avec ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la moyenne pondérée. Elle se calcule comme je viens de le dire. Et donc le numérateur sera 12 fois 2 plus 15 fois 3 plus 10 fois 1 plus 7 fois 2 plus 13 fois 2. Le tout sera divisé par le nombre d'observations, mais ici, j'aurais envie de dire que c'est plutôt la notion d'effectif total, la somme des effectifs, que l'on va utiliser au dénominateur, c'est-à-dire 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2. On calcule d'abord le numérateur, donc toujours 12 fois 2 plus 15 fois 3 plus etc. Et ça va nous donner 24 plus 45
plus 10, plus 14, plus 26. Les multiplications se font en priorité par rapport aux additions. Et ainsi, on obtient 119. Finalement, il suffit de diviser par la somme des poids, qui ici faisait 10. Vous pouvez vérifier. 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2, ça fait 10. Et par conséquent, la moyenne pondérée sera 119 divisé par 10, autrement dit 11,9. Nous allons maintenant traiter la question 1b du brevet posé en Amérique du Nord en 2024. Voici les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins, 12, 15, 10, 7 et 13. L'affirmation B et la médiane des prix est de 10 euros. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire, bien sûr, c'était de prendre directement la série statistique et de se dire bah, la valeur centrale est 10, par conséquent, la médiane est 10. Lorsqu'on est en face de ce genre d'exercice, il faut absolument ordonner ou réordonner plutôt la série statistique en ordre croissant. La deuxième chose qu'on devrait vérifier, c'est le nombre de valeurs qu'il y a dans cette série statistique. Ici, il y en a 5, mais tout simplement, on va dire que la médiane est la valeur au milieu. Mettez des petits guillemets si vous citez cette phrase-là, autour de au milieu de cette série statistique ordonnée. Et ici, donc, la médiane sera de 12. Donc, l'affirmation est fausse et la médiane n'est pas de 10. Une petite chose, toujours bien compter le nombre d'éléments de la série statistique, car justement, il y a une différence lorsque le nombre d'éléments est impair et le nombre d'éléments est pair. Lorsque le nombre d'éléments est impair, c'est assez facile de cibler la valeur centrale, et en fait, la médiane de la série statistique ordonnée. Et pour vous donner une idée, si n est un nombre impair et que la série statistique contient n éléments, alors la médiane sera la valeur de rang n plus 1, le tout divisé par 2. Vous voyez ici, il y avait 5 éléments. 5 plus 1 divisé par 2, ça fait 3. Et on peut compter ici le troisième élément de la série statistique, ou l'élément de rang 3 dans la série statistique, est bien 12. C'est une petite remarque. Maintenant, justement, il faut absolument connaître le cas où le nombre d'éléments est pair. La médiane est la valeur qui sépare une série statistique de données en deux parties égales. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur du milieu en quelque sorte, et elle est facile à trouver, comme je viens de le faire. Maintenant, si le nombre de valeurs est pair, la médiane va être la moyenne des deux valeurs centrales, à condition que ceci ait un sens d'ailleurs. On devrait toujours préciser que ceci doit avoir un sens. Donc ici, par exemple, j'ai donné un exemple dans lequel on était dans le même cadre, on avait relevé les prix des vêtements et on avait eu ceci comme prix de vêtements relevé, 12, 15, 10, 7, 13 et 8. Maintenant, on va réordonner les prix. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire, que le nombre d'éléments de la série statistique soit pair ou impair, peu importe. On est censé réordonner les prix pour trouver la médiane. Et ensuite, ici, il va falloir compter le nombre d'éléments, et il y en a 6. 6 est un nombre pair. Vous pouvez compter les éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans problème. Et vous pouvez même noter les rangs des éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par conséquent, on repère les deux valeurs centrales. Ici, c'est 10 et 12. Je vais vous signaler ça en rouge.
Donc les deux valeurs centrales sont 10 et 12. La médiane est donc la moyenne de ces deux valeurs. Parfois on utilise le terme de demi-somme pour éviter d'utiliser le mot moyenne pour définir la médiane. C'est pas très joli du point de vue, on va dire, de la pédagogie. Et donc 10 plus 12, le tout divisé par 2, ça fait 11. Ici, 11 est un résultat acceptable parce que 11 € est une valeur possible. Maintenant, lorsque j'ai dit que si le nombre de valeurs est pair, on doit faire la moyenne entre les deux valeurs centrales, j'ai fait une remarque en disant si cela a du sens. Imaginez, je ne sais pas, que 11 n'existe pas. On pourrait imaginer par exemple que c'est des numéros de vêtements, un certain type de vêtements, et que en fait, le numéro 11 n'existe pas. Imaginez par exemple que vous ayez plutôt des modèles de PlayStation ou quoi que ce soit, et admettons que dans les deux valeurs centrales, voilà, vous avez la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4. Normalement, si je fais la médiane, je devrais obtenir la PlayStation 2,5, à condition que tous les effectifs soient égaux à 1, par exemple, ou soient égaux entre eux. Mais la PlayStation 2,5 n'existant pas, on prendra la valeur la plus grande des deux. Ça sera une habitude. Lorsqu'on fait un calcul de médiane, il n'y aura pas ce piège le jour du brevet. Dans la question 2 de l'exercice 1, c'était un vrai-faux, on nous disait que lors d'un entraînement, une élève court 20 mètres en 6 secondes. Et l'affirmation C était, lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne est de 14 km/h. La première chose, c'est de connaître cette formule-là par cœur. C'est-à-dire, la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Le fameux V égale D sur T. Bien sûr, toutes les variantes de cette formule sont censées être connues. La distance, c'est la vitesse multipliée par le temps, comme on dit fois le temps. Et bien sûr, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Une fois que l'on a fait ça, on fait notre calcul de vitesse. 20 mètres divisé par 6 secondes, ça nous donne environ 3,333. Et il y a une infinité de 3 en réalité. On aurait pu laisser ça d'ailleurs sous forme de fraction ou de simplifier par 10 tiers. Et donc ça donne 3,33 mètres par seconde environ. Une fois que l'on associe, il faut savoir que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km/h. Et par conséquent, pour convertir des mètres par seconde en km/h, il suffit de multiplier par 3,6. C'est une formule à connaître par cœur. Ceci va nous donner environ 11,998, soit environ 12 km/h. Si vous l'avez fait avec des fractions, vous obtenez exactement 12 km/h. Là, je vous montre une présentation possible. Les arrondis étaient tolérés, et quoi qu'il en soit, si vous le faites avec des fractions, c'est aussi accepté. Donc la vitesse de moyenne était de 12 km/h et non pas de 14, comme cela était indiqué dans l'affirmation. Par conséquent, cette affirmation est fausse. Maintenant, faisons une petite remarque sur certaines choses, notamment les conversions de vitesse. Convertir une vitesse de mètres par seconde en km/h, on multiplie par 3,6. De même, pour convertir une vitesse de km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6. L'explication est assez simple. Imaginez que, par exemple, vous ayez 1 mètre par seconde. Vous savez que en une heure, il y a 3600 secondes. Par conséquent, la personne fera 3600 mètres
par heure. Mais vous savez aussi qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Et par conséquent, il va falloir diviser par 1000 pour convertir en kilomètres/heure. 3600 divisé par 1000, ça nous fait bien le 3,6 que l'on a là. Par conséquent, on a bien 1 mètre par seconde qui est égal à 3,6 km/h. Cette technique peut être utilisée pour n'importe quelle grandeur composée, et dans l'idée, les grandeurs composées sont des grandeurs obtenues par le produit ou le quotient de deux grandeurs simples. La vitesse, bien sûr, est une grandeur composée, parce que, tout simplement, elle résulte d'un rapport, d'une distance et d'un temps. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses grandeurs composées qui ont été proposées au brevet qui peuvent vous surprendre car c'est pratiquement des questions de physique. Je vais vous donner deux exemples. Le premier est le débit. Le débit d'un fluide est donné par la formule débit égale volume divisé par le temps. L'idée, c'est par exemple un problème, une fuite de robinet, par exemple, on pourrait imaginer ce genre de choses, ou tout simplement remplir une baignoire, etc. C'est des problèmes assez classiques et qui ont déjà été posés au brevet de mathématiques, pas de physique. J'insiste bien là-dessus. Et donc, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Si un tuyau transporte 150 litres d'eau en 5 minutes, le débit est débit égale 150 litres divisé par 5 minutes. 150 divisé par 5, ça nous donne 30. Et par conséquent, on a 30 litres par minute, ce qui signifie que chaque minute, il y a 30 litres d'eau qui coule, tout simplement. Une question qui aurait pu être intéressante, c'est convertir ce débit, qui est en litres par minute, en mètres cubes par heure. Comment on pourrait faire ceci? Premièrement, il faut se souvenir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Formule à connaître par cœur, elle a été très souvent posée au brevet. La deuxième chose, c'est tout simplement de se dire que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. La dernière chose, on sait que 1 heure est égale à 60 minutes. La première étape pour convertir des litres par minute en litres par heure, c'est de multiplier par 60. Et nous obtiendrons un débit qui est en litres par heure. 30 fois 60, litres par heure, ça nous fait 1800 litres par heure. Maintenant, il ne reste plus qu'à convertir les litres en mètres cubes. Et justement, étant donné que 1 mètre cube égale 1000 litres, on va diviser par 1000 pour obtenir notre résultat en mètres cubes par heure. Et donc, ça nous donne 1,8 mètres cubes par heure. De même, il faut connaître les formules concernant la masse volumique. La masse volumique est une autre grandeur composée, souvent utilisée en physique et parfois demandée au brevet de mathématiques. Elle est donnée par masse volumique
c'est égal à la masse divisée par le volume. Vous pouvez imaginer dans un exercice, par exemple, on vous fait calculer le volume d'une figure. On vous dit que tout simplement l'objet est de telle matière et que sa masse est de temps. On fait même peut-être calculer la masse avec des petites astuces. Et par exemple, si on a un matériau qui a une masse de 800 grammes et occupe un volume de 400 cm3, alors sa masse volumique va être donnée par la formule masse divisée par volume, autrement dit 800 grammes divisé par 400 cm3, ce qui nous donne 800 divisé par 400, ça nous fait 2, donc 2 grammes par centimètre cube. Dans l'idée, on imagine un cube ayant 1 cm de côté, 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, et il pèserait 2 grammes. Dans la question 3, donc c'était un vrai faux, hein, du brevet posé en Amérique du Nord en 2024, on nous disait une urne contient 15 boules indiscernables numérotées de 1 à 15, sous-entendu indiscernables au toucher. Elles sont numérotées de 1 à 15, donc on peut les discerner à l'œil nu. Mais sous-entendu, l'urne est opaque et on n'arrive pas à voir les numéros et on n'arrive pas à les discerner au toucher. C'est une petite remarque quand même assez importante car le mot indiscernable a été mal compris par les élèves. Hein. Sous-entendu, on ne peut pas les distinguer juste au toucher. Maintenant, la probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est de 7/15e. La première chose, ça va être de compter le nombre de nombres premiers entre 1 et 15. Il faut bien faire attention, un nombre premier tel que c'est défini en troisième, déjà on se limite au nombre positif entier. Donc un nombre premier est un nombre positif entier différent de 1, et j'insiste sur le différent de 1, tel que ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Autrement dit, les seuls diviseurs, par exemple, de 17, qui est premier, sont 1 et 17. Si vous essayez de diviser 17 par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à 16, vous allez obtenir des nombres qui ne sont pas entiers. Ce qui signifie qu'aucun nombre entre 2 et 16, 2 et 16 compris, ne divise 17. Et par conséquent, 17 est un nombre premier. Une fois que l'on a fait ceci, c'est important, hein, j'insiste, un nombre premier est différent de 1. Car beaucoup d'élèves ont compté 1 dans la liste des nombres premiers, ce qui est complètement faux. Il y a une raison technique à ceci, c'est que lorsqu'on fait une décomposition en facteurs premiers, elle doit être unique à ordre des termes près. Et si on mettait 1, on pourrait faire 1 fois 1 fois 1 fois 1, autant de fois que nécessaire, et on aurait plusieurs décompositions différentes. Maintenant, on va compter les nombres premiers entre 1 et 15. Il y a 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Il faut connaître par cœur la liste des nombres premiers, si possible, jusqu'à 19, et ça serait sympathique d'aller au moins, j'aurais envie de dire, jusqu'à à peu près 31. Voilà, par exemple. Après, vous pouvez vous en sortir avec le crible d'Eratosthène pour faire la liste des nombres premiers. Donc la probabilité de tirer une boule portant un nombre premier est définie par le nombre de boules avec un nombre premier divisé par le nombre total de boules. Il y a 6 nombres premiers, hein, il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a 15 boules, donc la probabilité est de 6/15e.
on peut réduire la fraction, du moins la simplifier, par 3, et ça nous donne 2/5. Quoi qu'il en soit, la probabilité de cinquième n'est pas égale à 7/15, et par conséquent, l'affirmation était fausse. Juste une petite remarque sur le nombre de boules avec un nombre premier divisé par le nombre total de boules. On aurait pu aussi écrire nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Bien sûr, on peut tout à fait utiliser la formule de base en probabilité. Pour la note, c'est un exercice qui est un classique. Il a été posé plusieurs fois sous diverses formes. Par exemple, on lance un dé à 20 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier? Il faut compter le nombre de nombres premiers entre 1 et 20. On va supposer que les faces sont numérotées de 1 à 20. Et tout simplement, vous le divisez par le nombre de faces, c'est-à-dire 20 dans mon exemple. On peut le faire avec un dé à 12 faces, on peut le faire avec une urne différente, etc. Avec un nombre de boules différent. C'est assez classique. Et vraiment, c'est un exercice qui est tombé plusieurs fois, sous diverses formes. Dans la question 4 du brevet d'Amérique du Nord, on nous proposait le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -3. On faisait une petite figure en dessous pour illustrer la situation. Elle n'était pas à l'échelle, mais globalement, ça montrait plus ou moins la situation. Et on posait comme affirmation, il fallait répondre vrai ou faux, l'aire du triangle A'B'C' est égal à 3 fois l'aire du triangle ABC. Pour vérifier cette affirmation, nous devons comprendre comment l'homothétie affecte l'aire d'une figure. Il y a une propriété à connaître sur les homothéties. Une homothétie de rapport K modifie les aires par un facteur K au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Si une figure initiale a une aire A, l'aire de l'image de la figure par une homothétie de rapport K est donnée par A', donc l'aire de l'image, qui est égale à A fois K au carré. Autrement dit, l'aire de la figure avant transformation par l'homothétie, fois K au carré. Maintenant, on va calculer l'aire que je vais appeler transformée. Je devrais mettre des guillemets autour de transformée. Si l'homothétie a un rapport de -3, alors l'aire du triangle A'B'C' est multipliée par -3, le tout au carré. Regardez bien, il y a des parenthèses, ce qui signifie qu'elle va être multipliée par 9. Faire attention, si vous enlevez les parenthèses, je rappelle une chose, c'est que -3 au carré, le carré est prioritaire et ça nous donnerait -9. Faire attention, les parenthèses sont obligatoires ici. Et pourquoi elles sont obligatoires? Tout simplement, si je multiplie une quantité positive par -9, j'obtiendrai une aire négative. Ceci n'est pas possible en troisième. Par conséquent, il va falloir multiplier par 9. Autrement dit, -3 fois -3. Donc, l'aire du triangle A'B'C' est 9 fois l'aire du triangle ABC et non 3 fois. L'affirmation était fausse. Maintenant, il y a plusieurs propriétés à rappeler sur les homothéties, par exemple les effets sur les distances. Dans un premier temps, lorsque l'homothétie est de rapport positif strictement supérieur à 1, on dit qu'on a un agrandissement. Ici, j'ai rajouté homothétie de rapport positif
avec K comme rapport strictement supérieur à 1, on parlera d'agrandissement. On pourra même mettre K supérieur ou égal à 1, mais ça suffira, K strictement supérieur à 1. Et par conséquent, pour une homothétie de rapport K qui est égale à 2, une longueur initiale qui serait égale à 5 cm devient 5 cm fois 2, 10 cm. Autrement dit, on peut imaginer par exemple un segment de 5 cm, on lui applique une homothétie de rapport 2, peu importe le centre d'ailleurs ici, l'image de ce segment sera un segment dont la longueur sera 10 cm. De même, lorsque le rapport est positif, K compris entre 1 et 0 strictement, pour une homothétie par exemple de rapport 0,5, on peut imaginer que l'on a un segment ou le côté d'un triangle qui mesure 8 cm. Ce 8 cm va être transformé en quelque sorte en 8 cm fois 0,5, autrement dit 4 cm. Vous pouvez imaginer par exemple que vous avez un triangle dont l'hypoténuse mesure 8 cm et vous appliquez à ce triangle une homothétie de rapport 0,5. L'hypoténuse de l'image de ce triangle, et c'est encore un triangle, et comme je parle d'hypoténuse, je parle de triangle rectangle bien sûr, va mesurer 4 cm. Et on parle de réduction dans ce cas-là, tout simplement parce que 4 cm, c'est plus petit que 8 cm. Une homothétie de rapport négatif, faire attention ici, pour l'homothétie de rapport négatif, il y a un petit piège. La figure va être inversée et réduite, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs avec les triangles. Lorsque le rapport va être compris entre -1 et 0, strictement, par exemple, si je prends -0,5, la longueur initiale qui faisait 8 cm va devenir 4 cm, exactement comme j'ai proposé au-dessus. Et là, c'est là où la différence se fait. Tout simplement, vous pouvez voir que je ne reporte pas 8 cm fois -0,5, mais fois 0,5. J'enlève le signe moins. Pour k égale -1, la figure est inversée, mais sans changement de taille. Il faut le savoir, ça fait partie des propriétés à connaître. C'est une question extrêmement rare. Par exemple, ici, une longueur de 5 cm, elle reste 5 cm entre, bien sûr, l'image et, par exemple, la figure d'origine. Pour k strictement inférieur à -1, la figure va être inversée et agrandie. On peut dire que c'est un agrandissement. Par exemple, pour k égale -2, on peut imaginer qu'on a une longueur initiale de 5 cm, un segment de 5 cm. Alors, l'image de ce segment est aussi un segment. Il faut bien penser que les homothéties préservent en fait les figures. Et tout simplement, ce segment de 5 cm va mesurer 5 fois 2 cm, autrement dit 10 cm. L'image de ce segment par l'homothétie de rapport -2 sera un segment qui mesure 10 cm. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que j'ai utilisé un rapport négatif, j'ai enlevé le moins. Pour les calculs, on n'a pas le droit d'avoir des distances négatives, j'aurais envie de dire, en troisième en tout cas, et même un peu au-delà.
Donc, nous allons commencer par corriger l'exercice 4. C'est un QCM, c'est assez rapide. Premièrement, on considère la fonction définie par f de x égale 3x moins 2. Quelle est l'image de moins 4 par cette fonction? Tout simplement, on remplace x par moins 4, ce qui va nous donner 3 fois moins 4, moins 2. Donc, moins 12 moins 2, c'est moins 14. Combien vaut moins 5 au cube? Alors, c'est moins 5 le tout au cube. Ici, c'est tout simplement moins 125, car moins 5 au cube est égal à moins 5 le tout au cube. Étant donné qu'il y a 3 signes moins, ça reste négatif, et donc moins 125. Dans la question 3 de l'exercice 4, on nous demandait quelle est l'image du point J par la translation qui transforme C en A. La translation qui transforme C en A est bien sûr la translation de vecteur CA. Et si on veut transformer le point J, trouver l'image de J par cette translation, on peut tout simplement partir de J et appliquer le même vecteur. En fait, on dessine le même vecteur, ça se dit pas trop, mais c'est ce qu'on fait dans notre tête. Et l'image de J par la translation de vecteur CA est le point E. Et j'obtiens D. Quel est l'antécédent de 3 par la fonction f? Donc ici, c'est la courbe représentative de f. Pour trouver l'antécédent de 3, il suffit juste que j'essaye de voir à quel endroit il y a 3 en ordonnée, et c'est ici. Par conséquent, l'antécédent de 3, c'est 0. On a mesuré les tailles en mètres de 7 élèves, et nous avons obtenu cette série statistique. On nous demande quelle est la médiane. Bien sûr, les valeurs ne sont pas rangées dans l'ordre. Il suffit de les reordonner. La première valeur, c'est 1,46 m. La deuxième, c'est 1,60 m. La troisième, c'est 1,65 m. Et la quatrième, c'est 1,67 m. Or, la médiane d'une série statistique qui a 7 valeurs est la valeur de rang 4. Par conséquent, c'est 1,67 m. Dans le triangle ABC, rectangle en A, ci-contre, qui n'est pas en vraie grandeur, quelle est la valeur de cosinus de alpha? Tout simplement, ici, c'est un classique, et on a le choix, comme je vous avais dit, il y aurait le choix. Donc, cosinus de alpha, c'est par exemple adjacent sur hypoténuse par rapport à l'angle alpha, ça fait 4 cinquièmes, c'est 0,8.